Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du FY Show. Ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, pendant ce mois des amoureuses et des amoureux, on va parler du polyamour. Et pour parler de ce sujet-là, j'ai Niena et Meta avec moi. Donc bonjour. 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 Merci d'être là. On commence présentation. Niena, tu commences. Est-ce que tu peux te présenter? Pas moi d'abord. Ok. Mais non, mais c'est trop stressant, toi d'abord. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour Niena. Je m'appelle Meta Chiteya. J'ai 44 ans. Je suis mariée. J'ai 2 enfants. J'écris des essais et des œuvres de fiction autour des relations et des sexualités sous le prisme féministe. J'ai vécu toute ma vie de femme dans des relations alors qu'on appellerait aujourd'hui polyamoureuses. Je préfère cet anglicisme de la non-monogamie éthique qui est un peu plus vaste parce que je trouve que le mot polyamour, on y reviendra, est un faux ami pour les langues latines. Et donc voilà, j'ai toujours conçu mes relations sentimentales et autres plurielles. Et partie importante de à la fois mon parcours de vie et de mon parcours littéraire consiste à essayer d'imaginer comment, quand on vit dans la société, et dans une société dont les structures ne sont pas du tout adaptées à ce mode de vie, comment est-ce qu'on peut néanmoins construire une vie à peu près stable, vivable, et notamment, par exemple, avoir des enfants, construire une famille, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, etc. Là, ça m'a demandé pas mal d'imagination dans un contexte où tout était à créer. Et j'espère, en participant à ce genre d'interviews, d'événements, et là où on veut bien me donner la parole, permettre à d'autres de proposer des exemples positifs de choses qui fonctionnent, qui ont fonctionné, et de donner un petit peu de perspective, parce que c'est difficile de naviguer, de se sentir seul dans cette navigation. De toute façon, on y reviendra. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà évoquées, mais on y reviendra. Top. Voilà. Là, est-ce que du coup, tu peux te présenter? Oui, maintenant c'est à mon tour. Du coup, moi je suis sexothérapeute et thérapeute de couple et de trouble et plus. Du coup, donc ça on pourra en reparler. Et puis, je fais plein d'autres choses à côté. Mais en tout cas, ça c'est mon activité principale. À côté, je suis rédacteur bénévolement dans un magazine. Je suis aussi intervenant en milieu scolaire dans une association LGBT. Et je crée du contenu sur Instagram pour informer qui a envie d'être informé sur la communauté queer, LGBT. Et du coup, au sein de cette communauté, j'inclus les personnes polyas. Et donc, j'informe aussi sur la communauté polyas, les relations polyamoureuses et ce que moi j'appelle du coup la polyamorie. Déjà, pour les personnes qui ne savent pas trop de quoi on parle quand on parle de polyamour, est-ce que vous pourriez nous donner au moins votre définition? C'est quoi, en fait, le polya aujourd'hui? Alors, étymologiquement parlant, c'est une aberration. Poly, c'est un préfixe grec qui signifie plusieurs. Amour, ça vient du latin. Et c'est pour ça que je parlais de faux amis tout à l'heure, parce que amour, ça recouvre une définition en français qui est assez spécifique et qui est connotée de telle façon que ça induit un certain nombre de présupposés, d'abord émotionnels, c'est un sentiment, mais c'est aussi une espèce de statut au niveau social et qui mène même à une institutionnalisation. Pour moi, le polyamour, et donc comme je disais plutôt la non-monogamie éthique, c'est plutôt une philosophie de vie, c'est-à-dire que le principe de base chez moi, c'est que les relations que je crée avec les gens, elles vont naître d'une émotion, et que c'est pas quelque chose que j'ai envie de contraindre ou de contrôler. Et donc, je considère que l'émotion que je ressens avec les gens et chaque relation que je vais tisser avec les personnes que je rencontre a son ADN propre. C'est le dialogue entre 2 personnes, entre 2 émotions, indépendamment des interactions extérieures, et que chaque relation que je crée a sa trajectoire. Alors ça peut être une complicité intellectuelle, ça peut être une intimité affective, ça peut être un sentiment amoureux, ça peut être une
passion dévorante, ça peut être un désir sexuel, ça peut être tout ça à la fois, ça peut être encore autre chose, peu importe. Donc pour moi, la non-monogamie éthique, c'est vraiment cette idée qu'une relation sentimentale, a fortiori amoureuse dans l'acceptation sociale du terme, n'a pas vocation à contraindre mes autres relations sociales, quelle que soit leur nature. Éthique, ça veut dire que je refuse de mentir. C'est-à-dire que la non-monogamie, paradoxalement, c'est quelque chose qui est relativement bien accepté. En fait, le concept de non-monogamie, dans l'histoire de l'amour en France, c'est quelque chose qui est parfaitement banal. Ça s'appelle l'adultère. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs qui entendent parler de polyamour l'écartent d'un geste en disant « oui, enfin bon, c'est juste de l'adultère autorisé ». L'adultère autorisé, ça n'existe pas. Le principe de l'adultère, c'est le mensonge. Au cœur de l'adultère, il y a une trahison. Et moi, je ne peux pas trahir les gens. Et je refuse de trahir les gens. Et donc, du coup, la non-monogamie éthique, ça consiste à présenter la façon dont je fonctionne affectivement et émotionnellement et à être sincère, à la fois avec la personne avec qui je crée une relation, mais avec toutes les personnes avec qui je crée des relations, sur l'ensemble de relations que je crée et selon quels principes. Ok, donc une forme de la transparence en fait. Alors la transparence est un mot un petit peu compliqué parce qu'on n'est jamais complètement transparent. Heureusement d'ailleurs, je pense que l'opacité, c'est ce qui nous permet d'avoir du relief, c'est ce qui donne de l'intérêt aux gens. Mais la sincérité, l'honnêteté, en fait c'est tout simple, je ne fais pas aux gens ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Je ne supporterais pas de ne pas savoir où je suis dans une relation, c'est dans quelle relation je suis avec quelqu'un. Je supporte pas qu'on me mente, en fait. Et donc, du coup, si je suis dans une relation avec quelqu'un qui me dit je n'aimerais que toi et je ne vois personne d'autre que toi, etc. Déjà, d'abord, je suis méfiante. Et ensuite, je me dis ça va pas durer. Et enfin, je me dis mais pourquoi tu t'infliges ça? Moi, j'ai envie de pouvoir dire aux gens je t'aime, j'aime la personne que tu es. C'est uniquement lié à la personne que tu es et à l'émotion que ça me provoque. Et j'aime aussi d'autres gens parce que c'est comme ça, parce que j'ai d'autres émotions qui vont être provoquées par d'autres personnes. Donc après ça, libre à la personne en face d'accepter ou non cette façon d'aimer, parce qu'il y a des gens que ça fait souffrir. Moi, ce qui me fait souffrir, c'est qu'on me mente et qu'on me prétende me faire vivre dans une exclusivité qui, d'une part, me paraît complètement absurde, en fait, et d'autre part, me paraît malsaine. Nina, pour toi Bah, du coup, ma définition est assez différente, mais bah, c'est le but aussi. Du coup, moi, du terme polyamour ou non-monogamie éthique, je vais séparer en deux catégories. Donc, une catégorie où je vais plus parler d'orientation relationnelle, donc quelque chose qu'on ne va pas forcément choisir, qui va être à l'intérieur de nous, tout comme les orientations sexuelles et affectives. Et d'une autre part, les relations dans lesquelles on va s'engager consciemment, avec consentement. Donc là, il y a les relations polyamoureuses, libres, le couple et autres, hein, le mariage, etc. Et donc en fait, pour moi, donc la polyamorie, donc vraiment l'orientation relationnelle, c'est le fait d'avoir la capacité d'affectionner ou d'aimer. Du coup, j'essaie de rester dans l'inclusivité, notamment pour les personnes aromantiques. Donc plusieurs personnes en dehors d'un certain nombre de normes sociales. Et du coup, bah, ces normes, c'est l'amatonormativité, la mononormativité et l'alloromantico-normativité. Du coup, je vais les expliquer. Merci parce que beaucoup. personne ne va rien comprendre. Du coup, l'amatonormativité, c'est une norme sociale selon laquelle il serait préférable, enfin ce serait mieux socialement acceptable d'être dans une relation exclusive d'amour romantique. La mononormativité, bah, je pense que tu sais ce que c'est aussi, c'est le fait d'être dans un couple traditionnel, exclusif. Et l'alloromantico-normativité, c'est le fait de pouvoir ressentir un amour romantique, en fait. Donc ça exclut de fait les personnes qui sont aromantiques, qui ne ressentent pas ou peu de désir romantique, tout simplement. Donc pour moi, les personnes polyamoureuses ou polyaffectives, du coup, pour inclure les personnes aro, elles peuvent affectionner ou aimer plusieurs personnes, mais en tout cas en dehors de ces normes sociales. Merci. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant que vous ayez deux façons de l'aborder qui soient différentes. Donc du coup, vous êtes des personnes polyamoureuses, vous-même? Oui. Oui. On est d'accord sur ce principe-là. Qu'est-ce que ça implique déjà, vous, à titre personnel, dans vos vies, être une personne polyamoureuse en 2024? Ça implique d'avoir une vie très riche, qui est traversée par
nombreuses personnes, de nombreux affects. Avec le recul de cette expérience-là, ce que ça implique fondamentalement, c'est la conscience de l'élasticité des relations. C'est une forme d'apaisement en fait. C'est très intéressant parce que justement ça permet d'explorer l'extrême diversité des trajectoires relationnelles. C'est très enrichissant et ça rend humble vis-à-vis de ce que c'est que la vie et de la vision qu'on s'en fait au départ, qui peut être un petit peu figé. On va avoir des modèles comme ça et ça assouplit beaucoup tout ça. Après ça, ce qui est intéressant en ce qui me concerne, c'est que je suis marié avec un homme avec qui donc il y a un homme cis qui est le père de mes enfants, avec qui je suis dans une relation qui est polyamoureux aussi, hein, avec qui je suis dans une relation depuis 15 ans, avec qui, et qui lui a des façons de fonctionner, des affects assez différents des miens. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir la façon dont chacun de nos univers affectifs, de nos constellations sentimentales s'entrecroisent, se rejoignent ou simplement évoluent en parallèle, mais que notre relation est restée, probablement du fait qu'on a des enfants ensemble et que c'est une contrainte, c'est-à-dire idéalement, c'est quand même d'abord plus pratique, financièrement, économiquement, logistiquement, etc., d'élever les enfants ensemble, et que cette relation très longue et très quotidienne m'a fait découvrir, en fait, la possibilité de ça. C'est-à-dire que moi, dans ma vie polyamoureuse, s'il y a un truc à quoi je ne croyais pas, c'était le mariage. Pour moi, c'était un mythe. C'était quelque chose qui n'existait pas, justement parce que j'avais plus conscience de cette élasticité, de cette variabilité dans les affects. Et en fait, je me suis rendu compte que la quotidienneté du lien, la contrainte des enfants, du crédit qu'on rembourse ensemble, de la vie quotidienne, ça pouvait, en tout cas, en l'occurrence, ça a été le cas, être un facteur de resserrement du lien et créer une intimité qui, en ce qui me concerne, a été vraiment une surprise. Et donc, je me retrouve à vivre, alors que je suis polyamoureuse, une espèce de mariage quasiment idéal, dans la perception mono, etc. Alors certes, on n'est pas exclusif dans nos relations et chacun de nous a des relations en dehors de notre mariage, mais on vit un mariage extrêmement heureux et une vie quotidienne à la fois très paisible et très épanouissante. Et encore une fois, c'est pour moi la plus grande des révélations du polyamour, c'est que ça peut créer des mariages heureux. On va en reparler tout à l'heure quand on fera un petit point juste avec toi, justement de comment tu fais famille et de comment tu vis cette relation. Et hyper intéressant. Toi, Niena, qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Alors, du coup, moi, je suis polyamoureux, mais c'est pas les relations polyamoureuses qui m'ont toujours intéressée. Moi, à la base, ce qui m'intéressait, c'était le couple libre, parce que je trouvais que c'était plus simple à remanier, en fait. Parce que la relation polyamoureuse, en tout cas les relations polyamoureuses, je les envisageais, je les imaginais toujours forcément avec une autre personne polyamoureuse. Comme ça, ça fonctionnait, entre guillemets, de polia, et c'est une relation polia, et il n'y avait pas une personne monoa qui était impliquée dans la relation polia, enfin, bref, voilà. Et du coup, j'ai toujours préféré les relations libres, les couples libres, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est un couple, on fait couple à deux, et ensuite, bah, dans notre intimité, dans notre vie privée, on va remanier ça à notre sauce, en fait, et puis, bah, finalement, on n'est pas dérangé aux yeux de la société. On dit, bah, on est en couple, et en fait, personne nous embête, parce que bah, ce qu'on fait dans notre intimité regarde personne, alors que si on dit, bah, je suis en relation polyale, les personnes vont être en mode, qu'est-ce que c'est que ça, au secours, mon Dieu. Donc, j'ai toujours préféré le couple libre et les relations libres, et du coup, bah, actuellement, là, je suis avec une conjointe, en couple libre avec une autre personne aussi, dans une relation de couple. Je fais des couples un peu partout. Parce qu'en fait, j'aime bien fonctionner par deux, mais genre, il y a plusieurs deux partout, en fait. Donc, il y a aussi une autre personne avec qui je fais couple. Et après, il y a aussi d'autres petites relations à droite à gauche. Mais en fait, j'aime bien faire couple avec une personne et faire couple aussi avec d'autres personnes. Et évidemment, tout le monde est au courant. Hein, comme tu disais, il n'y a pas de mensonge, tout est dans l'honnêteté. Mais j'aime bien faire couple. Et j'aime bien mettre ce mot, en fait. Ok.
Donc, c'est-à-dire que si on me pose la question, tu vas dire je suis en couple. Oui, je vais dire, je suis en couple avec un tel ou une telle. Je suis aussi en couple avec un tel ou une telle, parce que c'est comme ça que s'appelle la relation, c'est comme ça qu'on l'a nommée. Bah, les gens en déduisent que je suis polyamoureuse, puisqu'en fait, finalement, bah, je peux aimer ces deux personnes. Donc, ils font le chemin tout seuls. D'accord. Mais du coup, je fonctionne par par deux. Ça reste quand même binôme, en tout cas, dans tes Oui, par relations. binôme, en fait. Ok, c'est d'accord. Ok, Oui. très bien. Logistiquement parlant, c'est gérable? De mon point de vue, oui, c'est très gérable. Enfin, alors après ça dépend des époques. Il y a des époques de ma vie où c'était assez compliqué, où j'avais deux relations très installées, très quotidiennes, et donc où on était à la limite de la garde alternée, où je faisais 3 jours avec l'un, 3 jours avec l'autre, où j'avais éventuellement une ou deux autres relations avec qui il restait une soirée par-ci, une soirée par-là. Aujourd'hui, c'est d'autant plus gérable que ça s'est beaucoup espacé. Je pense il y a déjà une notion, en ce qui me concerne, pré- et post-pandémie, cette espèce d'interruption. Alors, il y a il y a un certain nombre d'événements dans ma vie, la naissance de mes enfants, parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose, un ancrage domestique assez important, et que bah, voilà, c'est beaucoup plus compliqué quand on a une babysitter à Bien gérer, sûr. enfin bon, des trucs comme ça. D'autre part, on a vécu à l'étranger pendant un an, et puis bon, voilà, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont fait que mon tissu social c'est un petit peu clairsemé, disons, et que puis il y avait aussi, enfin voilà, moi, à la bord de la quarantaine, j'aspirais à d'autres choses. Je pense que tout ça est encore une fois assez variable. Mhm. C'est lié à plein de choses, à l'image de soi, aux priorités qu'on a dans la vie, parce que enfin, voilà, on ne met pas sa vie sentimentale en priorité à tous les moments de sa vie. Bien sûr, il y a des Il y a des phases. moments, voilà, il y a des moments où on est plus axé sur sa vie professionnelle, voilà, l'éducation des enfants, des choses très différentes. Donc, moi, à l'heure actuelle, j'ai une amoureuse que j'adore, mais que je vois pas assez, parce que c'est une artiste qui tourne beaucoup, et que du coup, bah, quand j'arrive à la choper à Paris, ou que moi j'arrive à me déplacer, enfin voilà, c'est des moments qui sont trop rares, mais c'est quelqu'un qui vit dans mon cœur, quoi. Donc, c'est une relation à laquelle je tiens beaucoup. Euh, puis ça reste logistiquement très très gérable, du coup, parce que comme c'est quand même relativement rare, voilà. Les amours de mon conjoint sont tout à fait gérables aussi, parce que bah, c'est pareil, c'est relativement, en termes de temps, c'est relativement espacé. Aucun de nous n'a d'autres relations très, très ancrées dans un quotidien, très régulières, etc. C'est pas exclu pour autant. Ça veut dire En tout cas, que ça reste. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, polyamour, c'est avant tout une histoire de possible. Il n'y a pas d'obligation. Enfin, moi, je connais des gens qui sont polyamoureux, fondamentalement polyamoureux, qui n'ont qu'une relation, parce qu'à ce moment-là, il n'y a qu'une seule personne avec oui, c'est pas qui. une obligation, Mais bien effectivement, sûr que comme tu non. dis, de... Donc, du coup, logistiquement, on s'adapte. Ok. C'est-à-dire que si l'un de nous faisait une rencontre absolument bouleversante, et ça arrive comme ça, ce qu'on appelle la New Relationship Energy, donc l'énergie de la nouvelle relation en français, fait que, enfin voilà, quand on rencontre quelqu'un, on n'est jamais rassasié de cette personne, donc Oui. on a cette espèce d'envie et de besoin de la voir beaucoup, de s'en nourrir, voilà, et du coup, bah, on s'adapte, ma foi. Tout simplement. Voilà. Si l'un de nous euh, entame quelque chose de très prenant tout d'un coup, je pense que l'autre sera en plein soutien Alors, si ça devient concomitant, c'est les enfants qui vont commencer à faire la gueule, mais parce que Oui, forcément, ça. c'est eux Mais, qui ont besoin d'une présence mais en tout cas, entre quotidienne, vous, etc. Mais vous entre vous nous, adaptez. oui, non, non, c'est très facile à gérer. Est-ce que c'est pareil pour toi? Euh, Pas forcément. En fait, je pense qu'il faut connaître ses limites. Et comme on n'a pas beaucoup de représentation et qu'on n'a pas énormément d'informations, qu'il faut aussi qu'il y ait de la prévention, de l'éducation, en fait, à pouvoir être en relation
non exclusive, si vraiment on veut aller explorer autre que les relations polyamoureuses, il faut aussi qu'il y ait une éducation aux personnes qui puissent connaître leurs limites, notamment par rapport à la polysaturation. La polysaturation, c'est le fait que à un moment, on atteint ses limites. En fait, on ne peut plus faire entrer de nouveaux partenaires à l'intérieur de notre cercle, de notre polycule, en fait, de partenaires, de relations. Et du coup, en soi, moi, par exemple, je me connais, j'ai mes limites, et donc je sais que je ne peux pas être avec plus de 3 personnes. En fait, je sais qu'à partir de 3, ça commence à être un peu compliqué. Donc là, je sais qu'en ce moment, dans ma vie, il y a 2 personnes, vraiment quotidiennement. Je fais binôme à 2. Et voilà, c'est suffisant. Peut-être il y aura une 3e personne plus régulièrement. Enfin voilà. Mais en tout cas, je sais que je suis bien. Parce qu'il faut connaître ses limites, Bien en sûr, fait. mais Et puis il y a aussi un côté des personnes qui sont plus précaires, qui peuvent avoir des difficultés aussi, parce que le fait d'avoir plus de partenaires implique aussi de... Après, on n'est pas obligé de dépenser son argent, on est obligé de s'offrir des cadeaux, mais il y a quand même la pression sociale qui fait que il faut les prendre anniversaires, soin, il faut sortir au restaurant, il faut entretenir la flamme, enfin tout ça, il faut s'offrir des choses. Donc en fait, plus on a de partenaires d'une certaine façon, plus aussi plus ça coûte cher. voilà, ça coûte cher, mais au-delà de ça, il y a la charge mentale due Bien sûr. à une partenaire en plus, c'est une partenaire qui est dans notre esprit en plus. Donc, moi aussi, je pense aux personnes qui sont handi, donc des personnes qui sont handicapées, notamment psychiquement, dont je fais partie, où en fait la polysaturation, le fait de saturer un nombre de partenaires peut être aussi lié à la santé mentale, en fait, que ce soit la dépression, que ce soit des troubles psychotiques, en fait, ça peut fluctuer aussi en fonction des troubles psychologiques des personnes, et ça, c'est pas forcément lié à la précarité, mais en tout cas, ça peut aussi être lié du coup à la santé mentale des personnes. Donc, c'est nuancé. Voilà, ok. Tu t'adaptes aussi comme tu peux et mais en fait, ce qui On t'aide fait ce qu'on peut, en fait. Voilà, ok. Très Mais je clair. pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la non-monogamie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contraintes. Bien Il y a sûr. des contraintes. Ce que dit Liena est intéressant parce que du coup, on se rejoint. En fait, on se rejoint sur un certain nombre de, Oui. sur un certain nombre de Heureusement. plans et notamment sur le fait que le polyamour, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, ça ne signifie pas qu'on est complètement émancipé de la contrainte. Ça veut dire qu'on choisit les contraintes. Ça veut dire que la contrainte, elle nous est intérieure. Donc, c'est pas la société qui décrète que le fait d'être dans un engagement affectif avec quelqu'un nous impose de renoncer à tout autre engagement affectif avec d'autres gens, parce que ça, c'est une contrainte qu'on refuse. Mais les contraintes, elles nous sont intérieures. Et effectivement, je te rejoins complètement là-dessus. C'est avant tout se connaître soi-même la clé mais je pense de la construction de n'importe quelle vie affective. C'est connaître ses limites, c'est savoir les exprimer et savoir reconnaître les étapes et les chemins de sa propre construction affective. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que c'est quelque chose qui s'applique pas seulement aux polyamoureux. C'est quelque chose qui me semble être un prérequis pour une vie affective à peu près équilibrée et saine pour absolument tout le monde. On va parler d'un autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais qui me semble particulièrement important, c'est notamment les discriminations que vous pouvez subir du fait d'être des personnes polyamoureuses. Alors, c'est pas écrit sur votre front, donc j'imagine bien que les gens ne le savent pas tout de suite d'emblée, mais qu'il y a des situations auxquelles vous êtes confrontés. Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que vous pouvez vivre comme type de discrimination? Est-ce que vous avez des explications de ce qui se passe en fait quand vous vivez ces discriminations? À chaque fois, tu me regardes. Donc Ouais, Vas-y, commence toi. non, mais c'est pour savoir ce que j'ose pas dire. Est-ce que tu veux? Donc je te regarde. Je pense qu'on va avoir des vécus assez différents sur ce plan-là. Alors, en ce qui me concerne, en termes de discrimination, moi, je suis une grosse femme noire. Donc, en termes de discrimination, j'ai envie de te dire, j'ai un petit peu l'intégralité de la palette du type de violence que la société peut exercer dès lors qu'on n'est pas conforme. Par ailleurs, je suis bisexuel.
Donc là encore, quand je suis dans la rue avec mon amoureuse, effectivement, les regards peuvent être un petit peu plus hostiles que quand je suis avec un homme. Fondamentalement, étant donné que ma structure romantique, affective est quelque chose de relativement intime, sauf à l'époque, par exemple, où j'avais 2 conjoints avec qui je sortais en public et où, du coup, forcément, si je tenais la main de 2 personnes dans la rue, ça pouvait impliquer des regards un peu. En dehors de ça, vraiment, j'ai jamais ressenti quelque chose qui s'approche des discriminations que j'ai pu subir face à d'autres critères de non-conformité sociale. Il y a d'autres choses qui... En fait, tu as d'autres types de discrimination qui Oui, viennent avant. et qui sont nettement plus handicapants au niveau social, professionnel ou même dans la rue, qui peuvent attirer une hostilité, voire une violence beaucoup plus importante. Ça qui est finalement quelque chose, d'une part, qui va se vivre plutôt dans une intimité, donc voilà. Alors après ça, au niveau institutionnel, alors moi, il se trouve que je me suis marié par accident, c'est-à-dire qu'on voulait déménager à l'étranger, dans un pays, aux États-Unis, pour ne pas les nommer, qui ne reconnaissait pas le Pacs et où je ne pouvais partir avec mon conjoint et nos enfants que à condition qu'on soit mariés pour que moi je puisse avoir les papiers qui allaient bien. Donc on s'est mariés pour ça. Au départ un peu réticent, hein, je dois avouer, parce que justement, le mariage nous semblait consacrer une vision de la relation du couple et de la famille qui ne correspondait pas du tout. Mais de façon plus générale, je trouve qu'il y a une vraie discrimination institutionnelle au fait qu'on ne puisse pas partager la vie quotidienne de plusieurs personnes et que ce soit contractuellement protégé. Au moins, comme le Pacs, c'est de l'ordre du contrat, hein, et c'est une protection contractuelle de la vie commune. Et le fait de limiter cette protection à 2 personnes, c'était une fois de plus, d'une part, consacrer une forme de relation figée quelque part la vie quotidienne dans une forme de relation, et du coup, à contrario, faire porter sur toute autre forme de relation une espèce de poids moral, une espèce de réprobation qui me semble absolument pas avoir lieu d'être dans le droit. Voilà. Moi, je ne pense pas que le droit ait vocation à juger la façon dont vivent les gens. Le droit a vocation à protéger la façon dont vivent les gens et à faire en sorte et à favoriser l'égalité entre les modes de vie. Point à la ligne. Donc moi, je pense qu'il devrait y avoir une protection contractuelle à défaut d'institutionnelle, puisque institutionnelle, on est dans le modèle de société, et je peux comprendre que les relations plurielles, ce ne soit pas de l'ordre du modèle de société, et que le mariage au pluriel, ce ne soit pas forcément un modèle de société qu'on ait envie de promouvoir. Ok, mais que du point de vue contractuel, on ne puisse pas être protégé, ça me pose un vrai problème. Et pour moi, la principale discrimination, elle est là. J'y avais pas du tout pensé, en fait, donc je suis très contente d'avoir posé la question parce que j'avais pas pensé jusque-là. Je pense que Niena a des choses bien plus développées et intéressantes à dire sur le sujet. Oui, alors je vais pas forcément parler de mon cas parce que moi, les discriminations, du coup, je m'en suis pris plein la figure, mais surtout sur les réseaux sociaux, en fait, là où les personnes elles vont venir sous les publications, en message privé, on peut être très sympathique, sans aller dans les détails. Et donc, je vais mettre ça de côté parce que j'ai pas forcément envie de parler de mon expérience, mais d'être plus dans la pédagogie vis-à-vis des discriminations que les personnes polies peuvent subir. Du coup, moi, sur mes réseaux sociaux, et en tout cas avec le groupe de parole que j'anime, on est vraiment là pour dire la polyphobie. Du coup, la discrimination vers les personnes polias, elle existe et elle est là. Elle touche les personnes polias ou supposées polias, comme toute discrimination, en fait. Et donc, j'ai pu faire des recherches pour pouvoir publier sur mon compte Instagram, parce qu'il n'y a rien en France de recherche sur, même sur les relations polia, l'identité polia, les familles, les polyfamilles, il n'y a rien en France. Donc, il faut aller les recherches anglo-saxonnes, états-uniennes, enfin bref, c'est compliqué. Mais dans mes recherches, j'ai pu remarquer qu'en fait, comme toute discrimination, au départ, il y a un stigmate, en fait. Un stigmate qui fait que c'est une tare sociale, en fait, qui va venir décréter par un consensus social que cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, donc voilà, elle est mise au banc de la
société, elle est mise de côté, c'est pas comme ça devrait être. Donc les personnes polyas, elles ont ce stigmate qui est qu'elles peuvent affectionner, aimer plusieurs personnes. Or, c'est pas normal, puisque comme ce que je disais au début et que toi aussi tu disais au début, il y a des normes sociales, donc les personnes polyas, elles divergent de ces normes. Après, tout comme les orientations sexuelles et affectives, c'est pas écrit sur la tête des personnes polyas leur orientation relationnelle. En fait, il n'y a pas écrit qu'elles sont polyas, tout comme il n'y a pas écrit sur la tête de quelqu'un qui elle est homosexuelle, trans, bisexuelle, comme tout, c'est pas écrit sur ta tête. Après, il y a des situations de vie où en fait, il y a des coming out forcés qui sont obligés d'être faits, notamment sur le lieu de travail, par exemple, ou à l'école, en fait, à la crèche, dans des situations de famille, en fait, voilà, des dîners de famille, ou même plus largement quand on fait des réservations dans des hôtels, plein de situations de vie où on est forcé de révéler, en fait, qu'on est polyas, ou alors on va mentir pour cacher qu'on est polyas. Par exemple, il y a des situations de vie, peut-être que toi tu as vécu, mais où il y a des polyfamilles. Donc polyfamille, il y a, c'est ce que tu vis toi du coup. Donc l'exemple que tu nous as donné, des polyfamilles qui par exemple vont toujours emmener le même parent en fait aux réunions parents-élèves par exemple. Toujours le même parent, alors que par exemple, il y en a d'autres. Ou alors, il y a la discrimination en fait, à l'embauche ou tout simplement au logement. Le fait par exemple, être un troupe ou un quatuor, et en fait, de venir juste avec un ou une conjointe, en fait, de cacher qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec les enfants. Les appellent aussi à la DAS pour dire, oui, en fait, c'est un peu chelou qu'il y ait 3-4 parents, les enfants doivent être corrompus, ce sont des pervers, voilà. Il y a aussi ces situations de vie. Et puis, il y a, même au sein de la communauté LGBT, les personnes polyas sont aussi discriminées, en fait. Les personnes polyas bisexuelles, d'ailleurs. Je sais pas si je crois que tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, les personnes bisexuelles, donc elles subissent de la biphobie, discrimination spécifique aux personnes bisexuelles. C'est-à-dire que, socialement, ou elles seraient hétéros, ou elle serait homo. En fait, il y a jamais, on peut jamais être bisexuel et parce que moi aussi je suis bi, du coup on ne nous fout pas la paix en fait. Et il y a énormément de discours au sein de la communauté bi sur le fait que si je suis avec un homme, je suis quand même bi, si je suis avec une femme, je suis quand même bi. Et en fait, ces personnes qui sont donc mono-amoureuses, mono-affectives et bi, en fait, vont cracher justement sur les personnes polyas bisexuelles qui, en fait, engendreraient la discrimination biphobe qu'elles subissent parce qu'en fait en sortant avec un homme et une femme en fait du coup on les percevrait comme bisexuels d'emblée, ce qui est le cas effectivement. Du coup on voit un homme, une femme avec une femme, un homme autre, on se dit effectivement oui t'es bi. Et du coup en fait il y a ça en fait, ces strates de discrimination au sein de la communauté. On incarne ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire que les personnes bi, qu'elles soient avec un homme ou une femme, on va toujours les soupçonner d'avoir envie d'être avec une personne de l'autre genre. Donc là, vous n'apparteniez pas ni à la case des lesbiennes, ni à la case des gays. Alors voilà, mais de toute façon, voilà, on n'appartient ni à la case des gays, ni à la case des lesbiennes, mais c'est surtout que, ni à la case des hétéros, c'est surtout que, quelle que soit l'orientation de la partenaire, par exemple, une personne bisexuelle qui va avoir un partenaire homme. Sachant que cette personne est bisexuelle, son partenaire mono-exclusif va toujours être dans une espèce de crainte, ça double en fait la menace. Ça va être dans une espèce de crainte que cette personne ne puisse pas se contenter, ce vocabulaire, mon Dieu, se contenter d'être avec un homme. Et donc du coup, il va y avoir un soupçon permanent de « oui, enfin voilà, je ne t'apporte pas ce que pourrait t'apporter une femme, et donc ça va te manquer. » Et donc, les personnes polyas, elles ont pas ce problème. Mais là, on arrive, nous, bi-polyas, et on incarne ce dont... C'est ce qu'il a fait peur. Vous êtes le must du must. C'est ça, on est la validation du stéréotype négatif, exactement, en fait. Exactement. Et on ne peut pas se contenter d'un genre, et donc du coup, on valide ce stéréotype. Ce qui est, mais enfin, c'est absurde du début à la fin, on est bien d'accord. Parce que tu pourrais sortir avec que des femmes, finalement, si tu choisissais... T'étais dans une phase, je sais pas, oui, peut-être en bien mode, sûr. Voilà. Ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, vous représentez une menace au sein même de la communauté LGBT. On incarne, c'est pas qu'on la représente, c'est qu'on l'incarne. C'est que vraiment, tu vois, on peut pas être bi et exclusif, en fait. C'est ça le truc. La menace, elle est là.
On ne peut pas être bi et exclusif parce que si on est bi, ça veut dire que et exclusif, ça veut dire qu'il y a toujours, il manque une patte à la vie. Enfin bon, moi ça me paraît être un raisonnement qui est complètement boiteux et, et complètement absurde. Mais surtout que ce qui est intéressant, c'est que les stéréotypes négatifs sur les personnes polyas, en fait, ils rejoignent énormément tous les stéréotypes négatifs sur les autres orientations sexuelles, affectives, et même les identités de genre, hein, les transidentités, parce que du coup, bah, on va nous taxer pervers sexuel, enfin on va nous taxer voilà, de personnes déficientes mentales, donc ça c'est psychophobe, hein, mais enfin voilà, de personnes déviantes mentalement, puis on va nous donner des caractéristiques très négatives, dans le sens où bah, voilà, on serait infidèle, du coup bah, on serait des personnes de mauvaise vie, enfin voilà, on influencerait négativement les autres, qu'est-ce que t'as d'autre, on tromperait à tout va, enfin voilà, mais vraiment des choses qui sont aussi, enfin que subissent aussi les autres personnes de la communauté LGBT qui ont une orientation qui peut en fait être dissimulée. Donc en fait les personnes polyas ont cette possibilité de dissimuler leur orientation, comme les personnes qui ont une orientation sexuelle, affective, voire même une identité de genre, là c'est une autre histoire, mais en fait du coup on peut dissimuler. Donc en fait c'est des personnes polyas qui vont dissimuler comme des personnes homosexuelles, etc. Et ça engendre ce qu'on appelle le stress minoritaire, du coup. Voilà, le stress minoritaire, c'est un stress supplémentaire dans la vie quotidienne vécu par les personnes qui sont minorisées, qui sont opprimées. Donc déjà, toi, t'es noire, toi, t'es grosse. Donc alors, le stress minoritaire, il est à fond, en fait. Et moi, en tant que personne trans aussi, je le vis au quotidien. Puis en tant que personne bi, on le vit au quotidien. Donc en fait, c'est vraiment... On accumule à chaque fois. Là, on accumule, en fait. Hein, c'est vrai. On accumule des trucs. Et en fait, polia, ça se rajoute à cette accumulation parce que c'est un stress supplémentaire de se dire, bah, déjà, la société, elle n'est pas construite pour nous. En fait. Et donc, dans le fait de se mouvoir dans une société qui n'est pas construite pour nous, en fait, c'est où, bah, du coup, on l'assume pleinement, et bon, bah, alors là, du coup, on se prend tout un backlash, en fait, par derrière, c'est-à-dire, bah, t'as voulu assumer, bah, maintenant, tiens, voilà, bim. Je suis juste en mode, tu l'as bien cherché et tout. Mais oui, c'est ça. Ou alors, en fait, bah, on le cache dans certaines situations ou totalement, et du coup, là, vraiment, ça va engendrer un stress quotidien de savoir cette charge à penser, à cacher la chose. Parce que bah, y a clairement des discriminations, puisque bah, juste, on n'est pas fait pour la société. À partir du moment où on n'est pas fait... En tout cas, il y a des formes de violence. Ce qui est certain, c'est que quand la première fois, ou les premières fois, vers 2009-2010, où je suis apparue dans des documentaires à la télé, qui ont été diffusés à la télé, et où j'ai parlé de tout ça à la télé, alors effectivement, c'est des discriminations et des violences qui sont inhérentes à la publicité, à la dimension publique et à la parole publique. À partir du moment où moi, je suis plutôt militante, non pas en soi, enfin je suis pas prosélyte au sens où j'essaie pas de convaincre les gens de faire comme moi, je suis militante au sens où j'essaie de faire exister l'idée que ça existe dans la parole publique, dans la conscience collective, parce que ça me paraît fondamental, ne serait-ce que pour mes enfants. Moi, je veux que mes enfants, ils puissent évoquer la façon dont, voilà, ils puissent dire, hier, il y avait l'amoureuse de maman à la maison, sans se prendre des cailloux. Ouais. Et oui, c'est compliqué. Ouais. Mais pour que ce soit possible, il faut que ça existe dans la conscience publique, dans la conscience collective et dans une parole publique. Mais pour que ce soit existant, je vous garantis que c'est beaucoup mieux accepté aujourd'hui que ça n'était il y a 15 ans. Et c'est à l'époque, moi il y a 15 ans, quand j'ai commencé à apparaître dans des documentaires, etc., mon Dieu, mais sur Twitter, oh là là, mais des milliers de gens qui étaient orduriers, c'était vraiment terrifiant. Et mais enfin bon, je me suis désinscrite. Je suis juste partie de Twitter. Ben voilà. Après ça, personnellement, je suis justement parce que j'ai une expérience assez ancienne des violences sociales dues à la non-conformité, voilà. Aux différentes normes, il y a assez peu de normes auxquelles je puisse me conformer, donc du coup c'est assez simple finalement. Moi j'ai appris à laisser ça glisser et à considérer que la fermeture et la pauvreté d'esprit de ces gens était leur problème et pas le mien. C'est jamais agréable de se faire insulter, évidemment, mais enfin fondamentalement ça n'a pas d'impact dans ma vie réelle. Le jour où effectivement ça devient, et ça peut être le cas dans des cas de harcèlement très large de personnes avec une certaine notoriété et que ça va commencer à affecter leur vie
IRL, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas juste fermer les réseaux sociaux. Moi, je peux faire ça. Si ça vient à leur porte, si ça devient des agressions physiques, verbales en personne, là, on passe complètement à un autre niveau de violence et qui est quelque chose dont il est beaucoup plus difficile de se protéger. Mais en l'occurrence, étant donné que moi, c'est lié vraiment à la publicité de ma parole et que c'est un choix politique, je n'ai aucun problème à accepter la violence qui peut aller avec. Voilà. Parce que je sais que ça va la provoquer, mais à un moment donné, je sais aussi que la violence que je reçois, ça me permet d'abord d'évaluer son niveau et sa régression par rapport à ce que c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose, même si ça reste relativement confidentiel, c'est quelque chose qui existe dans la parole publique. C'est un sujet qui est traité relativement régulièrement par différents médias, etc. Donc, même si les gens n'acceptent pas n'acceptent toujours pas dans la vaste majorité, et surtout pas pour eux. Aujourd'hui, c'est pour eux, c'est-à-dire la plupart, ce qu'on entend, c'est oui, non mais moi je pourrais pas, etc. Mais il y a moins. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. Il y a beaucoup moins de en tout cas dans mon expérience. Après ça reste le simple fait qu'il existe encore de la violence dessus justifie qu'on lutte contre cette violence. Mais en termes de proportion, c'est vraiment beaucoup moins marqué qu'avant. Alors c'est moins marqué, mais les réseaux sociaux font que c'est plus massif. Et donc ça s'équilibre différemment, en fait. C'est toujours pareil. Il y a du mieux et du pire. Désolé, c'était un peu long, mais c'est une grosse question. J'imagine. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que déjà, ne serait-ce que l'homosexualité est une déviance, alors le polyamour, n'en parlons pas. Qu'est-ce que vous auriez à dire en fait à ces personnes-là, s'il y a quelque chose à leur dire même? La vie privée des gens, déjà, ne les regarde pas. Donc, ce que les gens font dans le privé, ça ne les regarde pas. Et en fait, c'est pas... Non, ça ne les regarde pas. Donc... moi, je pense que les gens qui vont considérer un comportement comme une déviance, je pense que ils ont besoin d'interroger leur rapport à la norme. Très sérieusement. C'est-à-dire que qui que ce soit, personne, en fait, ne correspond à toutes les normes de la société. Il y en a peut-être quelques-uns. Oh, les pauvres. Et vraiment... Ceux qui dirigent le gouvernement, mais non, mais même pas. On a un président qui a épousé une femme qui a 20 ans de plus que lui. C'est pas la norme pour notre société, effectivement. Donc, ce que je veux dire, c'est que qui que ce soit, si on regarde sa vie un petit peu honnêtement, va pouvoir identifier un certain nombre de déviations par rapport à la norme, une certaine divergence. Donc après ça, le sujet normatif sur lequel ça porte, ça dépend des gens. Il y en a, ça va être la sexualité, il y en a d'autres, ça va être plein de trucs en fait, peu importe. Donc à un moment donné, moi je pense que si on se permet de porter un jugement sur une divergence par rapport à une norme, c'est qu'on n'a pas regardé attentivement ce que soi-même on faisait. Et je pense que la première des questions à se poser, c'est ça. Et le truc, c'est que souvent les réactions de violence, elles sont induites par une peur. Et moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de comprendre ce qui leur fait peur dans notre divergence par rapport à la norme. Parce que pour moi, l'exclusivité, l'obsession monogame, et notamment de l'exclusivité sexuelle, pour moi, elle relève d'une peur panique de performance, de comparaison, bref, ça relève d'une insécurité très profonde. Donc moi, je pense que ces gens-là, ils ont besoin de travailler sur leur propre... En soi, c'est un message. Le rejet de la déviance supposée de l'autre, c'est un message pour eux de dire, alors là, il y a quelque chose quand même qui ne fonctionne pas chez toi, en fait. C'est pas chez l'autre que ça ne fonctionne pas, c'est chez toi. Ça veut dire que toi, ça te déclenche, ça te trigger quelque chose qui te dépasse, qui te déclenche des émotions qui sont trop violentes pour ce que c'est, la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de leur dire. Allez gratter un peu, parce que à mon avis, ça vous fera du bien, en fait. Voilà. Ouais, j'aurais bien aimé rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. Parce que tu disais, c'est des personnes qui ont une peur, par rapport à leur propre sexualité, à leur propre, je sais pas, peur d'être trompée ou que ce soit. Mais je me dis, mais même, il faut qu'ils s'interrogent sur leur façon d'aimer.
Parce qu'en fait, moi, je me pose aussi cette question par rapport aux personnes mono-amoureuses, mono-affectives, et puis tout le panel qui va avec, hein, monogame, traditionnel, et voilà. Je me dis, mais en fait, leur façon d'aimer, elle est tellement binaire, en fait. Elle est tellement aussi idéalisée. Je veux dire, c'est des personnes qui s'attendent à trouver un prince charmant ou une princesse, et puis en fait, on revient toujours à l'hétérosexualité finalement, hein, parce que, on va pas, on va rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est des personnes qui s'attendent à rencontrer la personne idéale, en fait, qui vont pas remettre en question finalement, ce qu'ils ressentent, ce que l'autre ressente. Et en fait, c'est des personnes qui vont pas s'interroger sur la façon d'aimer l'autre, et c'est des gens qui attendent à être aimés et à aimer de façon conditionnelle, en fait. Moi, je pense que les personnes polyas, en tout cas les personnes qui sont dans des relations polyas éthiques, qui pratiquent les relations polyamoureuses ou qui sont polyas et qui sont honnêtes, voilà, qui font pas n'importe quoi, c'est des personnes qui vraiment se sont interrogées au plus profond d'elles-mêmes. Je sais pas, ça me paraît tellement évident que ces personnes, elles n'ont pas interrogé leur façon d'aimer l'autre. Nous, on aime, à mon sens, et on affectionne inconditionnellement. On a la compersion, en fait. On voit l'autre pouvoir aimer quelqu'un d'autre, et en fait, on travaille sur ça, à être heureux, à mettre de côté la jalousie, la compétitivité. Pour nous, c'est ça, l'amour, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de conditions. C'est quelque chose qui est profondément, à mon sens, en tout cas... Si je peux me permettre de nuancer en ce qui me concerne, il y a des conditions. Je veux dire, moi, oui, mais les conditions, elles vont concerner la façon dont on se comporte avec moi. Déjà, par exemple. Oui, moi, je parlais plus de la conception, vraiment, de la façon dont tu aimes l'autre. Quelque chose qui est à l'intérieur de ton cœur, en fait, qui ne concerne que toi. Oui. Mais justement, mon amour est conditionnel au sens où il est complètement lié au comportement d'une personne, à la façon dont elle se comporte avec moi. Le fait d'avoir d'autres relations à l'extérieur, je ne considère pas ça comme quelque chose qui me concerne moi, mais la façon dont cette personne se comporte avec moi est complètement la condition de la permanence, de la persistance en tout cas de mon émotion. Et quelqu'un qui au fil de la relation se s'avère malveillante, maltraitante ou quoi que ce soit, va très clairement perdre mon affection parce que voilà. Mais les conditions, elles sont intrinsèques, elles sont internes, elles sont pas sociales. C'est de ce point de vue-là. Du coup, ma toute dernière question. Donc du coup, cet épisode, là, on est pendant le mois de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous pensez de cette fête qui est de plus en plus critiquée, hein, je trouve. C'est polyphobe. moi, je trouve qu'après, on peut la réinventer. Okay. En tant que personne polie, on peut la réinventer, à mon sens. En tout cas, on peut en faire quelque chose qui nous appartient. Mais à la base, la Saint-Valentin, comme elle est acceptée socialement, en tant qu'une fête qui célèbre la monogamie traditionnelle, en tant que célèbre la matonormativité, parce qu'il n'y a pas que les personnes polyas qui sont mises de côté. La Saint-Valentin, il y a les personnes aromantiques qui sont mises de côté, et les personnes aromantiques et polyas qui sont mises de côté. En fait, elle est problématique pour plein de personnes, elle est discriminante pour plein de personnes, il faut pouvoir se la réapproprier. Mais à mon sens, il faut aussi quand même, si on se la réapproprie, parce que moi j'ai envie de fêter la Saint-Valentin avec mes deux partenaires, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai besoin de dire qu'à la base, c'est une fête qui est là pour célébrer socialement le couple traditionnel dans un engagement amoureux unique et binaire qui n'est à la base pas fait pour moi. Du coup, je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi, moi je défonce une porte et maintenant c'est fait pour moi en fait. Oui, c'est exactement ça. Moi, je pense que de toute façon, le polyamour, de toute façon, pour moi, c'est vraiment une occasion de reprendre tous les codes de la société et de se les réapproprier. Il y a 15 ans de ça, on avait organisé une fête avec... Alors, à l'époque, j'avais 2 conjoints au quotidien et on avait tous les 3, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque, on avait tous les 3 un certain nombre d'amours voilà, autour. On commençait à être un peu nombreux et nombreuses. Et on avait fait une Saint-Valentouse. C'était vachement sympa, la Saint-Valentin. Okay. Voilà, mais en fait,
il y a régulièrement des événements, justement, parce que, de toute façon, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de fêtes, d'événements qui cherchent un peu, quoi, qui appellent à être transformés, à être complètement réinventés. Et surtout que là, en l'occurrence, c'est complètement informel. La Saint-Valentin, c'est juste une tradition, c'est une tradition commerciale qui plus est. Enfin, donc c'est quelque chose, même pour les mono-hétéros, c'est problématique. Donc, voilà. Mais donc du coup, au contraire, je trouve que c'est très facile en fait d'en faire quelque chose à la limite qui nous serve. C'est-à-dire que, au sens où, si c'est la célébration de l'amour, c'est l'occasion de montrer que l'amour, ça se multiplie. L'amour, c'est quelque chose qui est fécond. C'est quelque chose plus j'aime, plus j'ai envie d'aimer. Moi, je pense que ça s'y prête plutôt bien. J'aime bien, alors je la fête assez rarement. Quand je fais quelque chose pour la Saint-Valentin, en général, j'essaie de faire quelque chose qui claque un peu, quoi. et qui va m'attirer des regards en biais dans les restaurants et qui va faire que voilà. Et je trouve ça drôle. Et c'est pareil pour pas mal de trucs, en fait. Toutes ces célébrations et toutes ces façons très formelles de concevoir l'amour en société, c'est aussi des fourmilières qui n'attendent que les bombes, en fait, qu'on peut y mettre. Et nous, on a quand même un peu les moyens d'atomiser tout ça. Et c'est assez rigolo à faire. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps de partager vos expériences et vos vécus et vos idées vos opinions sur le sujet. Je pense que c'est bien d'en parler. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, je suis persuadée que les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, ce sera la même chose pour elles. Merci encore. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cet épisode. Et avant de vous dire à très vite pour un prochain épisode, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les prochains sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et on vous dit pour le coup à très vite. Ciao, ciao.